Donc moi je viens de Tarbes, je suis née en 71. À Tarbes, il n'y avait pas énormément de choses qui venaient à moi, on va dire, en termes d'offres culturelles. Mais j'ai quand même eu cette chance énorme de grandir dans un milieu où finalement j'avais énormément de choses sous la main. Une maison pleine de papiers, de disques, des livres partout, des post-it, des documents en tout genre. Donc c'est un peu dans cet environnement-là que moi j'ai commencé on va dire, à apprécier d'aller chercher, quoi. D'être à l'affût, de se dire qu'il y a des trésors partout et de finalement m'approprier un peu tous ces documents, Alors j'avais pas conscience que les choses pouvaient m'émouvoir parce qu'elles étaient typographiques ou parce qu'elles étaient graphiques. Mais malgré tout, ça a créé un début de monde qui m'a beaucoup influencée. Je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, en fait, en retournant sur les lieux du crime. J'ai pu voir à quel point certains visuels qui étaient chez moi étaient restés imprimés dans ma tête et avaient continué de me nourrir. Et puis évidemment, bon, j'y ai passé mon adolescence aussi, donc au bout d'un moment, c'est aussi là que je me suis créée ma propre culture. Et elle a été complètement drivée par les cultures musicales, en fait. Donc j'étais ado au début des années 80, et même si à Tarbes, il n'y avait pas énormément de disquaires, on trouvait des moyens pour commander sur des catalogues de boutiques à Paris. Et tout ça, ça m'a formée, on va dire. Ça a créé un espèce de terrain, une culture visuelle, un goût pour les esthétiques, qui étaient donc soit des esthétiques contemporaines, soit des esthétiques plus vieilles de tout ce que j'avais pu voir chez moi. Alors, des choses la sélection de travaux que je vais vous montrer, j'ai essayé de l'axer un peu sur deux types de sujets. À la fois, alors c'est pas vraiment une dualité, la preuve, c'est qu'on peut très bien faire les deux, surtout maintenant, mais cette double casquette de l'écran et du papier, qui est quelque chose qui maintenant peut paraître assez... Bon, surtout après avoir vu Golgotha, on se dit, en fait, on fait tout, on peut tout faire. Peu importe le support, que ce soit du tissu, que ce soit du papier, un écran, un sticker. Voilà. En fait, finalement, le travail est le même. Mais dans la mesure où moi, j'ai terminé mes études en 94 et qu'à l'école, j'ai fait l'école Penningen à Paris, et il n'y avait pas du tout d'apprentissage du film, que ce soit l'image filmée ou le graphisme animé, ou l'animation. Et du coup, c'était pas forcément évident de se dire, si on n'a pas été formé pour ça, que tout d'un coup, on va se mettre à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment entourée de musique et de musiciens, d'amis musiciens qui étaient de la même génération que moi. Et puis ils se sont mis à sortir des disques ou à monter des labels. Donc c'est venu très naturellement. Ah, j'ai oublié de vous dire le deuxième sujet que j'allais aborder. Le deuxième sujet que j'allais aborder, oui, c'était la notion, je voyais que ça faisait partie un petit peu du programme du Préac aussi, la notion de réappropriation ou de travailler des images existantes. Voilà, de pas forcément partir de rien, de récolter, d'avoir des images et puis de les retravailler, de leur donner une deuxième vie et d'être dans un espèce comme ça de cycle sur l'image. Donc ça, c'est un truc qui est assez important aussi dans mon travail. Donc là, j'en suis au moment où les gens autour de moi, hors école, les gens que je connaissais déjà d'avant, se mettent à sortir des disques et à monter des labels. Donc voilà, sans parler de mon premier boulot, en fait, c'est même pas comme ça que ça s'est fait. Ça n'a pas été mon premier boulot, ça a été on sort un disque, je monte un label, il nous faut des pochettes, et puis paf, quoi. Ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. Évidemment qu'à ce moment-là, là aussi l'époque a changé, mais on va dire que là on était dans un contexte où il y avait des labels indépendants, des toutes petites structures,
qui recevaient des démos d'artistes. Et il y a eu à ce moment-là, d'ailleurs à la fin des années 90, un point de départ un peu pour tout ce qui était des productions en France de musique, on va dire indé, quoi, rock indé, avec des groupes français qui commençaient à imprégner, à avoir vraiment une esthétique à eux, enfin une esthétique, une identité vraiment à eux. Et ça a créé une espèce d'émulsion. Et ces labels indés, en fait, étaient licenciés par des majors, des grosses maisons de disques. Ce qui veut dire que même avec des formats de production du son et des images tout indépendant, tout rikiki, derrière, il y avait quand même une machine pour faire la promotion de ces disques. Et du coup, pour faire la promotion d'un disque, on a besoin du visuel de la pochette et de toutes les déclinaisons qui peuvent exister graviter autour du visuel d'origine, et du clip, puisque à l'époque, il y avait des programmes à la télé qui diffusaient les vidéos des groupes, quoi. Donc on n'était pas dans un flux continu comme avec les réseaux aujourd'hui, mais clairement, un artiste avait une image de pochette et un clip pour un single qui allait avec, quoi. Moi, les premiers groupes pour qui j'ai travaillé, c'était vraiment... Après avoir fait un peu des pochettes ou des choses des choses un peu plus rock, là on arrive pile 97-98 sur le début de ce qu'on appelle toujours la French Touch, donc la musique électronique, et notamment un label à Bordeaux, un label qui s'appelait Platinum, qui existe toujours d'ailleurs, qui a sorti des artistes avec qui j'ai travaillé sur le long terme, quoi, des artistes que j'ai suivis. Et pour ces groupes-là, en fait, l'idée pour ces groupes ou ces musiciens, qui étaient donc en format home studio, qui faisaient la musique chez eux, je pense qu'ils faisaient du son, ils envoyaient des cassettes, hop, un label accroché, ils sortaient les disques, mais je pense qu'ils ne se posaient pas la question de savoir s'ils allaient incarner la musique, en fait. C'était pas du tout des interprètes comme un chanteur qui écrit des chansons avec des paroles et tout ça, qui finalement incarne un peu ce qu'il raconte. Et là, il n'y avait pas cette notion d'incarnation. Et finalement, moi, ça m'a donné une espèce de champ qui a permis de... Là, du coup, on a un chien, ok, de me libérer d'un problème que j'avais, entre guillemets, et que j'ai toujours, enfin, qui n'est pas un problème, mais d'une situation qui était que là, je ne suis pas du tout sensible au fait de faire des photos. C'est pas mon truc, j'appréhende pas du tout la photographie comme un des outils que je pourrais pratiquer. Et du coup, là, en fait, il n'y avait pas de notion de portrait, on n'avait pas besoin de représenter l'artiste, donc tout était un peu permis, et le graphisme et le recyclage d'images ont vraiment été le type de réponse que j'ai apporté, et qui finalement m'ont aussi permis au fil des années de trouver une écriture et une esthétique. Par exemple, pour ce groupe, là, pour Bosco, on est parti vraiment dans un travail sur des images d'une grande pauvreté. Et tout ça, c'est très en parallèle avec la façon dont les musiciens eux-mêmes envisageaient leur composition. De se dire un peu finalement, eux ils étaient dans le sample, hein, ils utilisaient des samples, moi je samplais des images, c'était le début du tri dans les immeubles, donc c'était quand même génial. D'un coup on était dans un immense immeuble dans le 13e, dans les tours et tout ça, il y avait des poubelles à papier sur des kilomètres de couloirs, et du coup on n'avait même plus besoin de se salir les mains, c'était que du papier, et là-dedans en fait je trouvais mon matériau. Donc c'est là que le document a commencé à devenir un matériau de travail qui allait pouvoir finalement devenir autre chose en se retrouvant associé à des musiques et associé à des disques. Il y avait aussi avec ce groupe, et même avec le projet d'avant, une idée de, même si c'était très bricolé, on aimait, il y avait quelque chose
à la fois on s'en foutait et à la fois c'était très conceptuel. C'est-à-dire qu'on avait envie, avec toutes ces choses très low-fi, quoi, très rien du tout, d'appliquer un peu des règles de marketing. C'est-à-dire se dire un album doit pouvoir se résumer à 2 ou 3 gimmicks. Et ensuite, tous ces gimmicks-là, cette espèce de charte, on va la répandre sur tout ce qui concerne l'artiste et tout ce qui va être autour. Donc ça peut aller, évidemment, le point de départ, c'est la pochette. Ensuite, il y avait tout un tas de documents imprimés, il y avait des annonces presse, on faisait les t-shirts, les projections pour les concerts. Et tout ça, là, pour cet album-là, c'était le pixel et le rose fluo. Voilà, on était sur ça. En gros, on pouvait dire en 3 mots-clés, tel album, c'est ça. Donc si tu vois du pixel rose fluo là, c'est que c'est eux, ça peut pas être autre chose. Donc ça, c'était on va dire une façon d'aborder la création visuelle pour une musique qui était presque un pied de nez à l'industrie musicale et au marketing, alors que finalement, à notre échelle, ça avait presque pas de sens, mais c'était intéressant pour nous de twister ce truc-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'avais donc pas du tout une formation d'image animée. Et puis pour ce premier album de ce groupe Bosco, en fait, il y a eu l'idée de faire un clip. La maison de disques a lâché un peu de budget pour faire un clip. Et là, j'étais à l'époque un peu à me dire, ça, pour moi, je ne veux pas faire bouger des trucs. J'ai déjà encore beaucoup à apprendre pour imprimer des images. Et puis finalement, en m'associant aussi avec un autre graphiste, un copain qui avait un tout petit peu commencé à fricoter avec l'audiovisuel, on s'est dit, de toute façon on y va. Vu l'esthétique qu'on a développée, que j'avais développée moi sur la pochette, on va pas être dans une espèce de surenchère d'effets ou de production visuelle extrêmement léchée. Donc on y a été vraiment très brutalement. Et là aussi, il faut le replacer dans le contexte, hein, parce que tout à l'heure, Golgotha, il replaçait le truc dans le contexte il y a 10 ans. Moi, c'était en 98. Et ça a donné ça.
Alors après, avec ce groupe, il y a eu d'autres albums qui ont tous suivi cette même logique. Hein. Sur celui-là, il y a eu un clip aussi. Là, je ne l'ai pas retrouvé en fait. Mais qui était aussi voilà, avec des principes graphiques très tranchés, de couleurs, le violet, le jaune, le noir et le blanc, le traitement des images en seuil. Là, il n'y a pas vraiment de récup d'images, mais par contre, l'image photographique, elle n'est jamais une fin en soi. C'est-à-dire que là, c'est des portraits que j'ai fait moi, j'ai pris des photos vraiment rapidement, quoi. Et ensuite, le graphisme vient transformer la photo. Donc, finalement, que ça soit un matériau trouvé, une image trouvée ou une image photographiée, hein, qu'on photographie, elle est toujours qu'un point de départ, en tout cas dans mon travail. Après cette, on va dire cette espèce d'émulsion un peu autour des musiques électroniques, on s'est retrouvés, mon acolyte Gilles, que certains connaissent ici, Gilles Poplin, et moi, on s'est retrouvés à être représentés par une prod qui s'appelle Partisan Midi Minuit, enfin qui s'appelle toujours. Et là aussi, la notion de professionnalisation, elle est venue un petit peu mettre des choses un peu compliquées. Ils nous ont proposé de nous développer pour faire du clip. Et nous, on se dit banco, de toute façon, on était prêts à essayer des trucs, hein, voilà, toujours partant. Et en fait, on a répondu à tout un tas d'appels d'offres pour des clips, pour de la variété française, toujours des chanteuses et tout. Et on essayait de rentrer un peu dans des tuyaux, mais bon, au final, non seulement ça n'aboutissait pas, mais en plus, moi, en tout cas personnellement, j'ai très vite compris que, contrairement à beaucoup de graphistes à cette époque-là, il y avait notamment dans ceux de ma génération à l'école, il y avait des gens comme Alexandre Courtès qui a fait tous les clips qui a fait beaucoup de clips pour Cassius. Donc vraiment la French Touch, celle qui était très visible, très exposée. Et aussi H5 qui avait fait Super Discount et qui avait fait tous les clips d'Étienne de Crécy et compagnie. Ça, c'était des gens qui avaient une formation de graphiste, qui faisaient des clips avec beaucoup de post-prod graphique, du motion design, mais qui se destinaient finalement à faire des films de pub, voire à faire des longs métrages plus tard. Et à ce moment-là, le motion design, le graphisme animé sur un écran, on va dire, n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. Du coup, cette idée d'animer du graphisme, je continue à faire du print à côté, mais cette idée d'animer du graphisme, elle ne trouvait pas sa place dans le clip, et elle ne trouvait pas sa place non plus. Elle n'avait pas encore la place qu'elle a maintenant pour des stories, pour communiquer, pour faire des moving posters, pour tout ce qu'on veut, quoi. Donc il y a eu ensuite toute une période où moi j'ai plus du tout fait de motion pendant pratiquement une dizaine d'années. Et là je me suis vraiment tournée beaucoup plus vers l'édition. La musique, en particulier celle avec qui j'avais travaillé, c'était assez arty quand même comme genre musical et comme univers. Et puis y a pas mal de porosité entre les milieux, hein, la mode et la musique, l'art et la musique. Je me suis finalement retrouvée à aller vers l'édition, mais dans un secteur vraiment autour de l'art, quoi, l'art contemporain. J'ai fait la DA d'une revue qui existe toujours, une revue d'art contemporain qui s'appelle 02. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est toujours distribuée dans les centres d'art. Et pendant peut-être une dizaine de numéros, toujours avec Gilles Poplin, on a fait, alors on dit la DA, parce que pour un magazine on dit la DA, mais en fait, dans la mesure où on n'était pas du tout intervenant dans la production des visuels, puisque c'était des visuels des artistes sur lesquels il y avait des articles, on va dire qu'on faisait l'habillage graphique de cette revue. Et c'était un trimestriel, avec un mode de fonctionnement, moi j'étais habituée à l'agricole, hein, donc ça ne m'a pas choquée, mais
voilà, un mode de fonctionnement un peu avec les moyens du bord aussi. Et du coup, comme on avait les textes très tard et que tout arrivait tout le temps un peu au dernier moment, bah, on s'est dit, on va se donner, nous, une mission à faire en amont de ça, pour qu'on puisse un peu investir ce terrain. On s'est dit, on va pas évidemment, surtout pas investir le terrain de l'image, puisque ça, c'était la vitrine des artistes et des expositions. On va investir la typographie. Parce que moi, dans les pochettes de disques, j'avais très peu fait. J'avais très, très peu travaillé la typo. Je faisais plutôt des collages, des images graphiques. Il y avait le nom de l'artiste, mais c'était pas vraiment le mode d'expression qui m'attirait le plus. J'avais terriblement peur, en fait. J'avais l'impression que c'était trop grave, la typo, qu'il fallait pas y toucher. Et puis là, bah, tout d'un coup, non, c'était plus grave. On va savoir pourquoi. Donc, en fait, on a créé un alphabet par numéro. On se donnait un espèce de petit challenge. On travaillait séparément sur des trucs. On n'était pas tout le temps à travailler ensemble. Donc des fois, moi, quand je faisais des recherches pour des pochettes, je suis assez... vous avez vu les photos de là où j'ai grandi. Moi, chez moi, c'est pas le bordel comme ça, mais par contre, je garde tout. Donc, je range mieux, mais je garde quand même beaucoup de choses. Donc, en cherchant, en faisant des recherches graphiques, je gardais toujours des bouts de trucs, des lettres. Tiens, j'ai transformé cette lettre, c'est pas mal, mais là, ça va pas me servir, je le garde. Et donc, avec Gilles, on se faisait des petits points. T'as quoi, toi, en ce moment, dans tes dossiers ? Ah ben, j'ai cette forme, ok, ben ça peut-être être un truc pour une lettre, ça, machin. Et puis, alors, il y en avait un qui partait du Z, l'autre du A. On essayait de développer des petits pitchs comme ça qu'on s'était donnés. Et puis on se rassemblait au milieu de l'alphabet à peu près, en fonction de la vitesse à laquelle chacun avançait. Et puis on lissait ensuite, on se disait ok, bah ça marche avec ça marche avec ça, et puis on peut le développer et faire un alphabet. Donc on s'est amusé à faire ça pendant une dizaine de numéros, ce qui était quand même assez... c'était un rendez-vous, voilà, tous les 3 mois, on se faisait cet exercice-là. Et ça a apporté pour moi un nouveau terrain. C'est-à-dire que là, quand je dis la typo, ça me faisait peur. Je ne parle pas de la mise en page, je parle de la typo, vraiment les caractères typographiques. Alors, comme ça s'est toujours passé dans mon parcours, un truc en emmène un autre. Voilà, en faisant 02, il y avait quand même une bonne visibilité. Je me suis retrouvée à travailler pour des galeries. La galerie Lovenbrück, avec qui je travaille toujours, pour qui j'ai fait justement une espèce de truc où il n'y a pas d'image, c'est-à-dire que c'était des événements soit qui étaient des expositions collectives, donc il n'y avait pas un visuel d'artiste à mettre en avant, on ne communique pas sur un artiste mais sur une idée ou un thème d'expo. Ou alors des expos événementiels, quoi, ou l'anniversaire de la galerie, comme 5 ans déjà seulement, qui étaient les 5 ans de la galerie. Donc là, à chaque fois, voilà, là, la typo servait de... C'était vraiment la réponse graphique, elle était sur la fab, quand même, parce que c'était quand même... fabriquer des cartons pour eux, des cartons d'invitation, c'était toujours un signe identitaire. Et aussi, voilà, la fabrication et les typos. Et finalement, ça mène aussi à l'édition avec des livres d'artistes ou des catalogues. Là, c'est un livre de l'artiste Bruno Penado, qui était un gros pavé de je ne sais plus combien de dessins, 600 dessins, où là, il y avait finalement la conception. Il fallait raisonner le livre en entier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces 600 dessins, dans quel ordre, comment est-ce qu'on les agence, quelle est la logique du truc. Bruno avait d'ailleurs travaillé, lui, ses dessins, c'était que des formats A5. Il avait travaillé ses dessins par série, c'est-à-dire qu'il faisait parfois une série de 4 dessins, et puis parfois une série de 20 dessins. Et lui, il se cassait la tête pour essayer de trouver un ordre. Il me disait, je t'envoie le chemin de fer, Puis ça n'arrivait pas. Je me suis dit, je vais lui proposer de faire autrement, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il raisonnait un chemin de fer pour son livre, il y avait toujours des moments où il y avait un non-sens, il y avait un endroit où ça coinçait. Donc, quand
en réfléchissant, ça marche pas, il faut arrêter de réfléchir. Et peut-être ça va marcher parce qu'en fait, du coup, il n'y aura pas d'intention derrière, quoi. Donc moi, je me suis amusée à faire des petites bandelettes, comme des espèces de timeline de la durée des séries. Une série de 2 images, c'était 2 carrés. Une série de 15 images, c'était 15 carrés. Donc j'avais une planche Illustrator avec toutes mes bandelettes, des petites et puis des très longues. Puis j'ai fait un joli drapeau, comme on fait en mise en page, quoi. J'ai fait un fer à gauche, j'ai fait un joli drapeau. Je savais pas du tout... évidemment, je connaissais pas par cœur les contenus des 500 dessins. Et j'ai monté le livre comme ça. Et je lui ai envoyé le PDF. Et il m'a dit, oh, trop bien. Ok. Et bien comme ça c'est résolu. Donc voilà, ça c'est la conception éditoriale d'un catalogue d'artistes. Avec l'idée que je lui ai proposé d'avoir des intercalaires entre chaque série, des intercalaires full couleur, des pages entières de couleurs, mais qui étaient en dégradé. C'est-à-dire que là, on ne le voit pas sur l'image, mais le bleu de la page de gauche, c'est peut-être un cyan 100%, et celui de la page de droite, il commence à y avoir 5% de jaune, parce que dans 10 pages d'intercalaire, on sera sur du vert. Donc c'était à la fois une idée de continuité et puis d'évolution dans le temps. Enfin, il y avait tout un raisonnement derrière. Ça, c'est un peu le bizutage du graphiste qui travaille pour le monde de l'art. C'est le catalogue d'acquisition et rapport d'activité du Frat PACA. Donc, voilà. Je venais quand même de Bosco et des pochettes, des trucs. Et puis là, c'était tout d'un coup, ça rigolait plus. Donc beaucoup de gestion de fichiers. Ça peut paraître... je pense que c'est important avec un public plus jeune aussi, de remettre le truc dans le contexte. Moi, quand j'ai fini l'école, j'ai pas appris l'ordinateur, en fait. Donc, Express, c'était pas InDesign à l'époque, c'était Express, je savais pas. Donc ça, c'était quand même un chemin de croix, quoi. C'était vraiment un vrai truc. Mais bon, ça renforce. On se dit, je suis pas morte, je suis allée au bout. Je devrais pouvoir continuer à faire un peu des livres, c'est très bien. Donc ça a continué, toujours dans l'édition, le papier, voilà, des catalogues d'expo, une collaboration qui dure encore, même si elle est un peu moins fréquente, avec une éditrice indépendante qui s'appelle Manuela Édition. Donc avec parfois la conception des livres en entier, mais la plupart du temps, c'était pas des livres, pour la plupart pas des livres d'images, c'était des livres de texte, donc c'était plutôt des principes de collection ou des couvertures. Donc là aussi, finalement, là, parfois la typo répond toute seule, avec un principe le plus épuré, le plus radical possible. Claude Parent, l'architecte de la fonction oblique, donc je retourne les A. Ok, c'est pas la peine d'en mettre plus. Et puis parfois un travail un peu plus pictural avec des images qui n'étaient pas les images fournies par Boéry ou qui étaient des images à moi, quoi, mais que je retravaillais graphiquement. Elle a un principe de collection où là aussi c'est finalement la couleur et la typo, hein, le plus simplement possible, qui s'adapte à chaque numéro. Donc ça, c'est les conversations de Hans-Ulrich Obrist, en conversation menée avec des artistes. Et donc à chaque livre, non, la première fois elles sont parues toutes compilées dans un seul et même livre chez cette éditrice. Puis là ils avaient décidé de les sortir un par un. Donc la constante c'est Obrist, donc il est tout le temps la même typo, tout le temps au même endroit. Et puis l'artiste avec qui la conversation se fait, sa typo s'adapte de manière assez libre, hein, aussi, hein, mais à l'artiste en question. Des collaborations avec des artistes aussi, Maxime Rossi, où là aussi finalement il y a la conception, comme pour Pénadeau, de l'objet. On avait fait c'était sonore, c'est une œuvre qu'il présentait au Palais de Tokyo. C'était sonore puisqu'il avait travaillé avec un Ménat, qu'on voit donc en photo. Et donc il voulait le retranscrire il voulait faire un picture disc, donc on a fait picture disc. Et ensuite pour l'affiche, on a fait une affiche
qui était imprimé, le haut de l'affiche était imprimé au recto et le bas de l'affiche était imprimé au verso. Donc c'est une affiche qu'on ne pouvait jamais voir en entier, à moins d'en acheter 2. Ce qui est arrivé assez peu, je pense. Les gens n'ont pas tellement acheté 2 affiches. Et là, j'avais... bon, quand je dis créer des typos, je suis pas... Je fais un peu tout, mais je ne suis pas typographe, auteur de fond, je ne me définis pas du tout comme ça. Donc, il y a parfois, c'est des customs de typos qui existent. Il y a des fois, ça part de rien. Mais ça reste assez display. Hein. C'est toujours des typos de titrage assez fantaisie, quoi. Là aussi, finalement, c'est graphique, mais ça devient un lettrage à Police, un collectif d'architectes. Là aussi, avec des formes qui viennent de photos volées, trouvées, peu importe, détourées, repassées en seuil en noir et blanc. On finit par faire des formes et on va par évoquer des lettrages. Andrea Cruz, qui est aussi cité par Golgotha tout à l'heure, donc les jeunes graphistes, si vous ne travaillez pas pour Andrea Cruz une fois dans votre vie, c'est mort. Donc c'est un collectif, voilà, moi c'était des gens que je connaissais, et là c'est un travail sur comment ça s'appelle, un lookbook. Donc Andrea Cruz, ils en ont pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment l'upcycling avant l'heure, ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire recycler les vêtements à partir de vêtements existants, les déconstruire, les reconstruire autrement, ou les customiser en sérigraphiant, en floquant par-dessus. Enfin, voilà, c'est tout un espèce un comportement très contemporain, qu'elles font depuis quand même pas mal d'années déjà, puisque ça c'est 2007. Et qui finalement colle tout à fait à je dis pas ma méthode, parce qu'on est nombreux à travailler comme ça, mais en tout cas à la manière dont je pouvais travailler les images à l'époque, c'est-à-dire donnez-moi du matériau, donnez-moi des ingrédients et laissez-moi faire les détruire, quoi, et faire autre chose avec, dans la mesure où ça continue à raconter ce qui est votre histoire, quoi. Donc là, c'est à partir, je me suis retrouvée avec 3 disques durs d'archives absolument pas classés. Heureusement, il n'y avait pas besoin de les représenter avec une logique, donc j'ai pas eu besoin de m'embêter avec des idées de classement, mais à partir de ça, en taillant dedans, en découpant, ça finit par écrire Cruz en haut, en bas, ça écrit même pas André en haut, on s'en fiche, là, tout ça c'est extrêmement vivant, et ça répondait bien à l'énergie qu'était le collectif Andrea Cruz à l'époque. Voilà, là c'est très court, c'est un petit jingle. Cette chose-là a été déclinée sous plein de formats, avec plein de durées, mais globalement, moi je suis arrivée avec un principe qui était presque qui était fabriqué comme du print dans Illustrator. Hein. J'avais cette idée de se dire la typo va vivre sur la musique, enfin les éléments, les composants de la typo vont vivre sur la musique, et à la fin, on signe avec l'écriture, enfin tout ça devient un lettrage, un peu inspiré Cassandre et tout ça. Et cette chose-là, je savais qu'il y aurait des déclinaisons, donc je savais que ce principe-là allait pouvoir prendre plein de formes en fait. Donc j'ai fait ce générique sous plein de durées différentes, mais il y a eu ensuite, alors je pense que là dans la sélection j'en ai mis qu'un, mais il y a eu toute une série de bandes annonces pour des directs. Et en fait, quand ils diffusaient des opéras en direct, ils n'avaient pas d'image forcément de captation de l'opéra. Donc à ce moment-là, il y en avait certains dans l'année qui étaient en direct, et ils me les commandaient à moi.
Chers téléspectateurs insomniaques, figurez-vous que la lucarne a 20 ans. À Arte, nous avons décidé de fêter ça avec 3 nuits spéciales, dont voici la première. Pour commencer, voici Mrs. Fang, Léopard d'or à Locarno cette année. Puis, on enchaînera sans autre forme de procès avec Vénus, Confession à nu, où il sera question d'actrice, de cinéma érotique et de réalité. Oui, madame. Puis, on terminera cette nuit spéciale avec des lapins, des vrais, avec les oreilles et tout. Et maintenant, Mrs. Fang. Après, des choses qui étaient même des... Enfin, très souvent, les typos, celle-là, c'est une création. Il y en a d'autres aussi où elles sont comme ça, soit des bases existantes, comme je vous disais tout à l'heure, et qui sont twistées. Là, je m'étais amusée à faire une typo animée, mais qu'on pouvait taper. C'est-à-dire qu'en fait, ils pouvaient s'en servir en interne, chez Arte, là où ils font l'habillage. En fait, ces deux fontes, il y a Santa et Klaus, il y a 2 fontes qui font Santa et Klaus ensemble. Et il suffit d'alterner, en fait, on avait fait un fichier matrice où on peut alterner entre 2 layers, et si on tape n'importe quel texte, ça finit par faire un truc animé. C'était un petit twist technique. Sur certains projets, alors là, j'avais pas non plus de bonnes photos, mais sur certains projets d'habillage de fin d'année comme ça, je faisais aussi les cartes de vœux. Donc c'est des projets où il y avait un point de départ chronologiquement qui était animé, et ensuite une retranscription, un espèce d'arrêt sur image, un retravail pour en faire du print. Après, il y a eu tous les summers, donc ça fait 4 ou 5 summers, donc je ne sais pas si vous êtes... bon, je pense que les plus jeunes regardent peut-être pas Arte. Si. Donc le summer, c'est la programmation d'été. Donc à chaque fois, il y a un thème. Il y a le winter maintenant qu'ils font aussi. Donc à chaque fois, en fait, il s'agit d'essayer de retranscrire des notions, des thèmes qui sont jamais très précis, puisqu'il faut qu'ils puissent mettre à l'intérieur des films qu'ils ont dans leur catalogue, des documentaires, du scientifique, de l'artistique. Donc ils ne peuvent pas faire des thèmes trop réduits. Et à chaque fois, il y a cette volonté de culturellement de s'attacher à des gimmicks ou des choses qui sont évocatrices, en fait. To be with you in the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going not to bitch, I'll see for a million. A big welcome to all of you. I'm Dita Von Teese, and I'm going to be presenting Arte's Summer of Lovers season. And I'm feeling... Ce soir, Summer of Lovers, 20h55, Rachel McAdams et Ryan Gosling dans N'oublie jamais de Nick Cassavetes. 22h55, Ryan Gosling, portrait de l'acteur et réalisateur canadien. Et Sign of the Times, le concert légendaire de Prince à voir et à revoir sur le site arte.tv. Ce soir, tous amoureux. Much communication in emotion without conversation or a notion.
Artie with love. When All right, it's time for London's Burning. When I get to the bottom, I go bang to the top of the slide. I get to the top, well, I go for a ride. I get to the bottom and feel again. Well, feel again. Do you don't want me to love you? I'm coming down fast, but now I love you. Well, tell me, come on, baby, tell me the answer. You may be a lover, but you ain't no dancer. Pour les summers, ça c'est vrai que j'ai pas pensé à ça par rapport au thème qui nous rassemble aujourd'hui là. Mais c'est vrai que pour les summers, on faisait aussi pas mal de goodies. Pour le Summer of Scandal, on avait fait des lunettes noires perforées, enfin des espèces de trucs complètement débiles, mais qui sont... Voilà, les gens repartent avec après les conférences de presse et soi-disant ça leur fait plaisir. Mais il y avait aussi une déclinaison, quoi. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus équilibrée entre le papier et l'écran. J'ai les deux. Aussi parce que la musique est revenue. C'est-à-dire que les musiciens avec qui je travaillais, certains ont continué, j'ai continué à travailler pour eux, mais disons qu'il n'y avait pas tout à fait la même énergie. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que on a monté un label, tout simplement. Parce qu'il y a un moment où on est bien servi par soi-même, comme on dit. Et donc depuis 2017, je fais partie du label de l'audio, qui est un label avec un pitch assez particulier, ou en tout cas le point de départ, parce que maintenant, depuis 2017, on s'autorise aussi à s'en écarter. Mais le point de départ, c'est justement d'éditer des musiques qui n'ont pas été créées avec l'intention d'être éditées. Donc déjà, il faut les trouver. La première sortie du label, les deux fondateurs vraiment de l'ADA Musique du label viennent de Niort, de la ville de Niort, et très attachés au mouvement synthé, enfin la synthwave et tout ce qui s'est passé au début des années 80. Et ils sont re-rentrés en contact, enfin ils ont retrouvé les contacts de groupes qu'ils avaient vus jouer à l'époque. Et ils ont fait une espèce d'enquête. Est-ce que vous avez des cassettes? Est-ce que vous avez enregistré des choses? Ou est-ce que vous étiez juste en mode on joue en live et puis voilà. Et du coup, on est parti de ça. Je pensais que je l'avais enlevé ça. On est parti de ça. Ça, c'est le pitch du label. One foot on the dance floor, one foot in a trash can. Donc en fait, je pense que c'est assez clair comme message. Sauf que là, c'est pas trash can, c'est plutôt la cave des parents ou les placards bien cachés au fond de la maison dans une boîte. Et du coup, ils font tout un travail d'editing, de DA sur est-ce que ces choses sont intéressantes, comment est-ce qu'on peut les sortir, est-ce qu'il faut les masteriser, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela. Et il y a finalement une notion qui est commune avec celle qu'on avait avec Bosco à l'époque, qui est de transformer le statut d'un document, qu'il soit sonore ou qu'il soit visuel, en l'éditant, c'est-à-dire en lui donnant un format, en l'occurrence en le gravant sur un vinyle, puisque c'est que des vinyles. La première sortie du label, c'est un groupe qui s'appelle La Confirmation, qui, heureusement pour nous, était très archiviste dans l'âme. Il se trouve que c'est le groupe où jouait Nicolas Bourriaud, donc, qui est une figure, je ne sais pas si tout le monde connaît Nicolas Bourriaud, mais qui travaille dans le milieu de l'art, qui a été directeur des Beaux-Arts pendant un moment. Ouais. Donc tout était bien archivé, bien rangé. Et donc on se retrouve, enfin moi je me retrouve avec à la fois des objets cassettes avec du son dessus, et des photos, des photocopies d'interviews de l'époque dans les fanzines.
des photos de scène, des tas de documents, des coupures de presse, tout était bien rangé dans des petites pochettes. Et du coup, la question a été la charte graphique du label, comment est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Moi, ce genre de documents, ça fait mon bonheur en fait. Juste tels qu'ils sont, j'y vois 1000 fois plus que juste une photo de concert. J'y vois une époque, j'y vois tout, ma vie, tout super. Mais bon, il fallait quand même charter et donner une identité au label. Et donc on habite à côté du marché d'Aligre à Paris, qui est un marché où il y a une brocante tous les matins en fait, tout le temps. Donc il y a pas mal du réassort tout le temps. Le camion, c'est 8h du mat, ils ouvrent les portes, tout le monde va fouiner. Et donc j'ai demandé, moi, à un des gars que je vois souvent, s'il pouvait pas, voir si dans ses stocks ou quand il vidait un appart ou quoi, s'il pouvait pas me trouver des cassettes. Et il m'a retrouvé une énorme boîte, donc j'étais trop contente, quoi. Et évidemment, avant que j'emballe tout ça pour les filer à la centaine d'étudiants, il me fallait 100 cassettes. Évidemment, Stéphane, qui est à la fois mon mari et de l'audio, enfin tout ça c'est une espèce de tout, a voulu jeter un coup d'œil à toutes ces cassettes et il a été très intrigué par une cassette qui était une cassette d'initialisation ou je sais pas quoi d'un synthé, un truc Monopoly, je sais pas quoi. Et du coup, les cassettes qui étaient à côté ou scotchées avec celle-là, il s'est dit il faut quand même qu'on écoute, donc ils ont déroché une centaine de cassettes au studio. Et celle-là, il n'y avait aucune information, il n'y avait rien, mais le son, il est tombé par terre, quoi. C'était vraiment super. Et c'était vraiment produit, et c'était pas juste des petits bouts de trucs, hein. C'était vraiment du son synthétique magnifique. Du coup, il a mené l'enquête auprès du brocanteur, on n'a jamais retrouvé, donc on l'a sorti telle quelle, quoi. On l'a sorti telle quelle. Donc là, il y a une cassette qui est le point de départ, et du coup, on montre la cassette, tout simplement. Là, pareil, une génération aussi niortaise avec un gars du lycée qui a gardé toutes ces cassettes, qui moi, du coup, je dis, il faut me donner un truc. Donc j'avais les photos des disquettes sur lesquelles il sauvegardait ses sons, et ces 2 photos de lui dans le salon chez sa mère à Niort, avec ses ordinateurs, ses synthés. Et du coup, c'est ça qui se retrouve sur la pochette, tout simplement. Donc ça, voilà, au fur et à mesure, c'est ça qui devient une esthétique. C'est la même histoire pour le Del 6. Une fille qu'on voit, mon mari tient un bar aussi, accessoirement. Et donc c'est une fille qui est inhabituée, il la voit passer, elle est sympa, tout ça. Et il commence à savoir par lui dire qu'elle fait un peu du son. Non, mais moi je fais ça chez moi, c'est pas du tout fait pour être écouté, quoi que ce soit. Bon, au bout d'1 an, il arrive à la décider. Et finalement, elle sort un disque sur de l'audio qui n'engage à rien. C'est-à-dire, on sort un disque, mais elle n'est pas obligée de faire des concerts, de faire de la promo, hein. C'est vraiment juste pour faire exister des choses, quoi. Celui-ci est un peu différent, parce que ça, c'est un des membres du label qui avait fait des morceaux de dub. Il s'est amusé à faire des morceaux de dub et il ne savait pas du tout quoi en faire. Et puis en fait, c'est devenu le projet Froid Dub, qui est le projet sur lequel on travaille toujours, parce qu'il y a eu maintenant 3 versions du disque. Donc là, moi, je suis allée piocher, je suis allée voler carrément sur Internet les photos de Sound System. Et à partir de ça, je les ai tramées, un petit peu retravaillées. Juste mis à l'envers pour pas que ça soit tout à fait normal, quoi, puisque le dub n'est pas censé être froid, là les trucs sont pas censés être la tête en bas. Donc c'est toujours ça, essayer d'appliquer des raisonnements, des systèmes au plus simplement, puis on voit s'il y a une émotion visuelle, quoi. Donc là on a fait un disque un peu plus objet. Et puis là pour la première fois pour de l'audio, il y a eu un clip. Alors peut-être avant de vous le mettre, puisque j'étais un peu dans l'historique ou le matériau de départ, là, c'est un clip, celui que je vais vous montrer là, donc, qui part de ça. C'est un clip complètement graphique et en fait qui part juste de films de plage en été, où on filme la mousse ou alors on fait tomber du sable sur un rocher. Donc en fait, ça c'est mes rushs de départ.
la fin, ça donne ça. J'écoute celui-là pour vous montrer peut-être juste... Bon, celui-là fonctionne aussi finalement dans la même logique. Hein. Là, c'était un label anglais qui sortait uniquement des cassettes. Et là, ils nous ont du coup envoyé des photocopies des jaquettes des cassettes qu'ils avaient gardées. Ça, ils les sortaient dans les années 80 ou 90. Et moi, à partir de tous ces documents, j'ai recomposé cette pochette-là. Donc tout ça, c'est du vinyle. Je voulais... Bon, je dis que je les porterais peut-être, mais ça faisait un peu lourd. Et puis de l'audio bouge aussi un petit peu quand même. Un petit peu de motion, ça fait toujours du bien. Voilà, juste c'est ça que je voulais vous montrer quand même rapidement, si vous avez encore le temps. Ouais. Blackmail, un autre groupe pour qui je travaille et avec qui on va dire que la notion de source d'image et de transformation d'image est très forte, puisque là c'est pareil, hein, j'ai toujours pas envie de faire de tournage ni de photos, hein, donc je me débrouille toujours avec ce que j'ai. Là, le premier album s'appelle Bones. Moi, j'avais envie de montrer des rochers, des cailloux, que ça soit très... C'est pas j'avais envie, c'est-à-dire que c'est le son qui m'évoque ça. Moi, mes envies à moi, je vais pas les faire subir quand même aux artistes, les pauvres, quoi. Mais on va dire que ça matchait bien. Et du coup, je suis tombée sur un lot, j'en avais déjà, j'aime bien ça, les photos qu'il y avait dans les trains avant. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez âgés pour se souvenir de ça. Oui. Les photos qu'il y avait dans les corails, quoi. Donc des paysages, des vues, ça s'appelait, c'est ça, l'API, service aérien. Des vues de paysages en France, quoi. Là, on est dans le Finistère, à Saint-Guénolé, voilà. Et en fait, alors là c'était un promo, mais normalement l'album en fait il est tout noir, la grosse typo au dos, et c'est sur les inner sleeves, les pochettes intérieures qui avaient l'image. Donc là l'image n'est pas retravaillée, mais elle est décontextualisée, elle est travaillée voilà, c'est une autre proposition, elle perd sa fonction, elle prend une autre fonction. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse depuis le début en fait. Le contre-emploi pour moi et pour les images que j'utilise, quoi. Là, il y a la petite histoire. Sur la pochette du deuxième album, le deuxième album s'appelle Dur au mal, que je trouve un très beau titre. Je ne connaissais pas l'expression avant de découvrir le titre de cet album. Et ce que je raconte là, en fait, voilà, mon père, qui est donc la personne qui a mis tout le bazar dans les premières photos que je vous ai montrées, nous envoie à ma sœur et moi un jour des photos prises au flash la nuit sur l'autoroute d'une espèce de forme en métal. On sait pas. Il me dit j'ai eu un accident mais ça va, tout va bien, tout ça. Puis il nous envoie 15 photos du truc. Qu'est-ce que c'est que ça, machin.
Et en fait, voilà, il est rentré dans une espèce de morceau de benne ou je sais pas quoi, ou de tracteur qui était sur l'autoroute. Enfin, sur la route, pas sur l'autoroute. Et du coup, il l'a pris en photo, comme pour se venger, quoi. En photo. Il l'a mis dans le coffre. Et il est toujours stocké dans le garage. Et du coup, du romage. Du coup, ça m'a paru comme une évidence. Donc du coup, du romal. Et je lui ai envoyé le disque, il était super content. Ah, c'est le truc que j'avais connu. Tout ça. Voilà. Et alors du coup, voilà, la pochette de l'album, c'est ça. Et là, ils me disent, on va faire du live et on voudrait bien qu'il y ait quand même des projections et tout, parce qu'ils sont assez statiques. Là, ils sont tous les trois. Le chanteur, il bouge pas, il fait son... Et du coup, il y a quand même, je sais pas, il y avait 8 morceaux, puis leur live, il y avait aussi d'autres morceaux que ceux du disque, quoi. Donc je me dis, là, il va falloir quand même que je trouve un peu des choses à travailler. Et je suis partie uniquement de fan footage, c'est-à-dire d'aller prendre sur YouTube des vidéos qui n'ont absolument pas été faites avec un intérêt autre que le tuto pour, je sais pas, fabriquer une torche avec 800 LED ou le tuto pour attraper les guêpes. Enfin, donc là, j'ai erré parce que j'ai pas de mots-clés pour ça. N'importe quoi en film pourri que je peux utiliser. Enfin, pour faire un clip, ça marche pas. Donc j'ai erré, puis j'ai amassé plein de trucs. Et du coup, c'est ça qui était projeté pendant les concerts. C'est le dernier truc que je préfère, mais là, je vous retiens. Le troisième album, Une hallucination française. Ça, c'est un album aussi où les paroles ont beaucoup d'importance. Et le premier morceau sur lequel ils m'ont demandé un clip s'appelle Infrastructure. Alors, aucune chanson ne pourra exprimer le fétichisme de la marchandise. Donc ça évoque le rapport à l'objet, à la consommation. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai dit, des objets qu'on consomme, il y en a, ok, c'est bien sympa de nous accuser de surconsommation tout le temps, enfin de s'auto-accuser, mais bon, il faut quand même bien qu'on achète aussi des éponges pour laver, des trucs. Et en fait, Wish, vous voyez le site Wish? Bon, Wish, là, on est dans un extrême d'un truc où rien n'est indispensable. Donc, je suis partie de ça et j'ai fait une sélection d'objets donc
qui ont des fonctions, mais qui, a priori, je pense que je pouvais me passer de tous ces objets-là. Et à partir de ça, J'ai acheté. j'ai essayé de créer un monde. J'ai acheté. J'ai acheté. J'ai acheté un petit objet, un testeur de pile électrique, mon amour. C'est du plastique noir avec un vumètre à aiguille. Il y a 2 points de contact sur les côtés. Je cale la pile entre ces 2 points. Et l'aiguille indique si elle est encore bonne. Il y a une mélancolie propre à cet appareil qui me dit si la pile est encore valide ou si elle doit être remplacée. Il y a une mélancolie propre à cette aiguille qui monte dans le rouge ou reste immobile lors de cette prise de contact entre 2 pôles opposés. J'aimerais qu'il existe un tel appareil pour tester notre amour, mon amour. Aucune chanson ne pourra exprimer le fétichisme de la marchandise. L'infrastructure et la superstructure et ma place dans les rapports de classe importeront toujours davantage, mon amour, que l'impression éphémère de bonheur. Mais au final, tu le sais comme moi, considérons nos places dans les rapports de classe, mon amour. Et c'est l'un des problèmes de ces chansons de petits bourges. Car au final, ce qui importe reste constamment hors champ. La vie est ailleurs, car dans leurs paroles, il n'est jamais question du dépérissement de l'État ou de l'armée de réserve du capital. Je n'y entends que des histoires qui parlent de tout, sauf de nous. Et je me demande bien, qui peut écouter des trucs pareils? Des trucs qui parlent de tout, sauf de destitution. De tout, sauf du travail réifié que constitue ce testeur de pile électrique, mon amour.